Bonjour à tous et bienvenue. On va attendre les participants, le temps que tout le monde se connecte, quelques petites minutes, secondes, pour effectivement lancer ce webinaire. On va voir le temps que tout le monde arrive, rentre dans la session, tous ensemble. Voilà, ça se connecte au fur et à mesure. Tranquillement, à mesure. Alors, bon, ça se connecte tranquillement, à mesure. Encore 1 ou 2 minutes peut-être pour laisser tous les inscrits se connecter dans la file d'attente. Alors, on va commencer. Attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Bon, ça arrive. Voilà, tout le monde commence à arriver. Bon, on va pouvoir bientôt commencer, je pense. Bon, on va lancer les hostilités dans ce cas-là. Très bien, génial. Bon, eh bien, en tout cas, bonjour à tous et bienvenue. Je vais donc vous proposer qu'on démarre et tout simplement vous dire qu'on est ravis de vous accueillir aussi pour ce webinaire qui est intitulé Quelles solutions de placement court terme dans le contexte actuel? Alors, c'est un webinaire qui sera co-animé avec moi par Maxime Murat, qui est gérant taux crédit investment grade et qui co-gère notamment les fonds de stratégie court terme et monétaire que vous connaissez, Money Market Euro et Bond System, dont on va aussi parler aujourd'hui. Alors, d'un point de vue technique, une petite indication, vous avez en bas de votre écran un petit onglet qui s'appelle QNR. Alors, pour ceux qui ont des grands écrans, vous remarquez QNR. Pour ceux qui n'ont pas des grands écrans, qui ont des écrans un peu plus petits, c'est parfois ça, juste un petit point d'interrogation. Donc, avec ce petit point, vous allez pouvoir poser vos questions par écrit dans le chat et on lira toutes ces questions à la fin de la présentation et donc vous allez pouvoir ainsi poser toutes vos questions à Maxime et à moi-même dans ce chat. Voilà. Alors, déjà, Maxime, merci aussi d'intervenir aujourd'hui et de partager les vues de l'équipe à quelques jours des échéances électorales qui sont un peu importantes, on le sait. Euh, Clairement. Alors, pour démarrer, on a vu très récemment, on a assisté à un peu ce qu'on peut appeler la fin du cycle de hausse des taux en Europe, avec notamment cette première baisse qui a été enclenchée par la Banque centrale européenne. Du côté de la Fed aussi, on a Jérôme Powell qui a indiqué une espèce de plateau, c'est-à-dire une phase de maintien de ces taux en s'orientant probablement vers une seule baisse des
Fed Funds, des taux des Fed Funds cette année. Donc là aussi, on verra si le débat de cette nuit entre Trump et Biden est en mesure d'avoir un impact ou pas direct sur la politique monétaire américaine de la fin d'année. Mais peut-être en attendant ça, peut-être que Maxime, tu pourrais, par rapport notamment à ces annonces récentes qui ont été faites, par rapport aux perspectives macro également, nous donner quelques indications concernant la vision que vous avez sur le marché obligataire aujourd'hui. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Merci Jean-Michel de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Effectivement, on a voulu parler un peu fonds obligataires et comme depuis plusieurs mois, on ne peut pas se passer de parler des taux et notamment des taux directeurs de la BCE puisque ça nous a beaucoup animé depuis plusieurs mois. Parce que souvenez-vous, on a eu le début d'un cycle de hausse des taux assez inédit et qui a été plutôt poussé, hein, puisqu'on est passé de moins 0,50% à 4% avec 10 hausses de taux consécutives en quelques mois. Donc on a totalement changé d'environnement. À un moment, le scénario de marché était que ces taux allaient rebaisser très rapidement, que ça n'allait pas durer, que ça allait être, je cite le wording de l'époque de la BCE, un phénomène transitoire d'inflation. Finalement, la transition a été plus longue que prévu, puisqu'on a eu depuis plusieurs mois un plateau sur les taux, sur des niveaux très élevés. Vous pouvez le voir ici, notamment sur la courbe noire, hein, puisque depuis octobre 2023, nous n'avons pas eu de mouvement sur les taux directeurs de la BCE. Et on a eu une correction de ce taux début juin, avec une première baisse de 0,25. Alors nous, chez Swiss Life, on est un petit peu provocateur sur ce point-là. On vous a mis dans le titre, la baisse des taux, c'est pour bientôt. Parce que justement, on estime que finalement, la baisse du début du mois de juin correspond à la correction de la hausse de trop du mois de septembre 2023. Nous, on pense que la situation en Europe n'était pas si alarmante que ça en termes d'inflation. Et donc, il n'était pas forcément nécessaire d'aller jusqu'à 4%, puisque dès l'été 2023, on voyait des signes de ralentissement de l'inflation. Donc là, la BCE a corrigé ça. On est aujourd'hui à 3,75%. Vous pouvez voir avec la courbe rouge que l'Ester, donc l'indicateur de référence du marché monétaire, a bien suivi tous ces mouvements sur les taux directeurs, puisqu'il a fidèlement suivi la hausse, et là, il a fidèlement suivi à la baisse le taux de dépôt et se situe environ entre 8 et 10 BP en dessous du taux de dépôt. Un indicateur important dont on reparlera forcément dans cette présentation. La question, c'est aujourd'hui, est-ce qu'on a vraiment entamé un cycle de baisse des taux? On n'est pas convaincu. Pour l'instant, on pense que des baisses vont certainement arriver dans un futur, on va dire, court moyen terme, mais on n'est pas du tout certain, et les marchés financiers vont dans ce sens-là, que c'est le début d'un cycle de baisse. C'est-à-dire que maintenant, à chaque réunion, il va y avoir une baisse. C'est pas ce qui est attendu. La situation est plus compliquée que ça. D'ailleurs, on le voit ici avec la courbe rose, avec les anticipations hein, qui ne sont pas bien loin du taux actuel. Donc, il n'y a pas vraiment de baisse forte attendue dans un futur proche. Pourquoi? Bah, parce que la situation est nuancée. On pense que c'est particulièrement compliqué d'être dans la peau de Christine Lagarde en ce moment, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à prendre en considération pour prendre les décisions d'ici la fin de l'année. Vous voyez notamment sur la gauche du graphique les facteurs qui sont plutôt baissiers. Donc on a depuis plusieurs mois notamment un secteur de l'immobilier qui est sous tension avec des taux qui sont élevés et qui limitent le financement des projets. On a aussi, on l'a évoqué plusieurs fois, notamment pour l'Allemagne et pour d'autres pays de la zone euro, un risque de récession. Donc des taux élevés trop longtemps pèseraient sur la croissance de ces pays-là. Nous, chez Swiss Life Asset Managers, on pense que l'Allemagne devrait finir tout juste positif en termes de croissance cette année. Mais ça, c'est si la BCE baisse un petit peu les taux d'ici la fin de l'année. Sinon, c'est pas impossible que ça finisse négatif pour la croissance du PIB allemand. Et dans les incertitudes qu'on a depuis un moment, puisqu'on avait eu la guerre en Ukraine, les tensions au Moyen-Orient, bien sûr, la géopolitique hein, qui est tendue. Et tout récemment, on a eu encore un facteur qui est venu se rajouter, c'est l'incertitude politique, notamment en France, hein, qui est quand même l'un des moteurs de la zone.
avec une dissolution de l'Assemblée, donc on pourra éventuellement y revenir dans les questions-réponses, mais des incertitudes qui pèsent, notamment sur l'activité en France et qui pourraient faire ralentir plus vite que prévu l'inflation. Le tableau n'est pas si simple que ça, puisque en face, nous avons aussi des facteurs de soutien euh, pour l'inflation et donc pour des taux élevés. On a notamment les plans de relance budgétaire, hein. En France, on a été un des premiers acteurs en Europe. C'est certainement rien à côté de ce que font les États-Unis, mais quand même, euh, l'État français a voulu mettre en place des mesures. Et alors, depuis qu'il y a une nouvelle élection qui est prévue, vous avez certainement entendu à la radio, à la télévision, beaucoup d'annonces de nouvelles dépenses éventuelles en fonction des scénarios politiques qui arriveraient. On a en plus un prix de l'énergie qui est toujours élevé. C'est bien sûr lié aux incertitudes aussi. Et le marché de l'emploi qui est plutôt résistant, une boucle salaire qui pourrait s'enclencher, c'est toujours le risque et donc entraîner une inflation persistante. Donc beaucoup de facteurs à prendre en compte. C'est ce qu'il va falloir suivre pour cette fin d'année, enfin cette deuxième partie d'année 2024 à coup sûr. Et je vous propose de regarder l'impact que ça a directement sur les marchés obligataires. Concrètement, on se retrouve dans une situation assez inédite sur les marchés financiers qu'on connaît maintenant depuis plusieurs semaines, puisqu'on a eu un plateau sur les taux courts élevés. Et on retrouve ça ici sur la partie gauche du graphique avec l'ester et les différences de Euribor, donc les taux de référence du marché monétaire, les taux auxquels les banques se prêtent de l'argent entre elles pour ces différentes maturités, qui est entre 3,60 et 3,70% entre une journée et un an. Donc, dans l'absolu, des taux qui sont très élevés, qui restent élevés, alors qu'on pensait à un moment qu'ils auraient pu rebaisser plus rapidement, qui sont très intéressants en absolu, mais aussi en relatif. Puisque si on regarde l'obligataire plus long terme, ici on vous a mis les différentes maturités des obligations d'État allemands, qui représentent un peu le taux sans risque en Europe pour des investissements plus long terme, puisque l'Allemagne bénéficie d'une très bonne notation. Et vous voyez que sur du 5 ans ou du 10 ans, l'État allemand, c'est autour de 2,40%, donc plus de 1% en dessous des taux courts du marché monétaire. Donc un écart de rendement qui est plutôt important et qui nous laisse entendre qu'en ce moment, on est plutôt payé pour attendre d'avoir plus de clarté sur les marchés financiers, vu le portage attractif que le marché monétaire et court terme, plus généralement, peut offrir par rapport au marché obligataire plus long terme. Le rendement seul n'est pas forcément pertinent comme indicateur. Il faut aussi regarder le risque qui est embarqué. Et nous, on a voulu faire un focus tout particulier sur la volatilité, puisque la hausse des taux s'est accompagnée d'une hausse de la volatilité sur les marchés obligataires, mais pas sur toutes les classes d'actifs. Ça a été essentiellement sur le long terme. Donc ici, ce qu'on vous a mis en gris et en rouge, donc plutôt vers le bas, vous avez la volatilité des obligations d'État 1 à 3 ans et des obligations d'entreprise, donc le marché du crédit, également sur des maturités 1 à 3 ans. Vous voyez que les courbes se suivent assez bien. Sur l'année 2024, on est sous les 2%, que ce soit pour ces obligations d'État ou d'entreprise relativement courtes. Par contre, on pensait que l'accalmie était venue aussi sur le plus long fin 2023 et on a eu un retour encore une fois de la volatilité sur le plus long, sur les obligations d'État allemandes, maturité 7-10 ans que vous avez ici en rose. Elle avait atteint plus de 10% en 2022 au moment de la hausse des taux et cette année elle est quand même régulièrement au-dessus de 5%. Donc un facteur de risque non négligeable selon nous lorsqu'on cherche à faire des investissements peu risqués de manière générale. Vous allez me dire, donc dans un marché volatile, il est certainement compliqué de dégager de la performance. Nous, on pense que le marché qui est porteur d'opportunités pour dégager de la performance, c'est le marché du crédit, puisque tous les événements, les différents facteurs qu'on a pu citer qui ont influence sur les taux ont aussi souvent une influence sur le marché du crédit. On peut citer notamment la guerre en Ukraine, le Covid bien sûr, ou plus récemment, et ça explique mieux ce que vous voyez sur ce graphique, une certaine défiance ou méfiance envers les banques en 2023 et donc un écartement des spreads, les fameuses primes de risque que doivent offrir les entreprises pour se financer par rapport aux taux sans risque, avec
les entreprises financières ici en gris, qui ont dû proposer tout au long de l'année 2023 et sur le début de l'année 2024 des primes en hausse par rapport aux autres entreprises pour se financer. Et donc, nous, c'est là où on voit aujourd'hui des opportunités de marché et certainement que les facteurs qu'on a cités, comme par exemple ces élections, l'incertitude politique, vont être source de nouvelles opportunités pour la deuxième partie de l'année 2024 sur les marchés obligataires court terme. Vous pourriez dire aussi, ces opportunités, OK, elles existent, mais sont-elles suffisantes? La réponse est évidemment oui, puisqu'on est une nouvelle fois sur une année record en termes de volume d'émissions sur le marché primaire obligataire, que ce soit sur les obligations ou sur le marché monétaire, puisque le marché monétaire actuellement, c'est environ 350 milliards de stocks, dont environ 80 milliards, 70-80 milliards sur des émetteurs corporés, le reste étant essentiellement émis par des émetteurs financiers. Donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Les bonnes opportunités se trouvent en nombre sur les marchés obligataires en ce moment. Donc, finalement, beaucoup de signaux positifs en conclusion de cette première partie sur le marché. On a une volatilité qui est modérée sur la partie crédit court terme par rapport au long terme, des rendements courts très intéressants par rapport au plus long terme avec un portage intéressant, beaucoup d'offres sur le marché et des éléments qui se balancent sur les taux et qu'il faut qu'on ait une certaine stabilité pour les prochaines semaines. Très bien, Maxime, c'est plutôt sympa tout ça parce que ça nous donne effectivement pas mal de perspectives, notamment, c'est intéressant ce que tu dis sur les aspects de portage. Et donc ça nous a donné aussi, l'idée de mettre un coup de projecteur aussi sur une des solutions, qu'on a et qu'en particulier pour vous montrer, tout l'intérêt, d'un fonds obligataire, ultra court, comme ceux que l'on appelait, auparavant, les fonds cash equivalent. Ça c'est pour, ceux qui connaissaient un petit peu l'ancienne appellation. Il s'agit en l'occurrence de notre fonds, Montizem, que certains d'entre vous aussi ici, pratiquent, déjà. Maxime, est-ce que tu peux peut-être nous le détailler un peu plus en termes de positionnement et notamment, ses caractéristiques avant qu'on rentre un peu plus dans le détail, du portefeuille et de ce qu'on fait aujourd'hui en termes de moteur de performance? Oui, bien sûr. Alors, comme tu l'as dit, le fonds bond de SG6M est un héritier de la catégorie cash equivalent qui reposait sur 4 piliers essentiels qu'on a voulu conserver dans la philosophie de gestion de ce fonds. Donc, ce fonds obligataire très court terme a pour objectif d'être un placement liquide. Concrètement, liquide, ça veut dire que l'argent est disponible en J+1. Liquide, c'est aussi pas de surprise lorsqu'on a besoin de souscrire ou de racheter. Donc c'est pour ça que le fonds est entièrement valorisé de façon quotidienne, un peu comme ça peut être fait sur un fonds monétaire, hein. Vous allez retrouver ici certaines caractéristiques qui ont été inspirées de la réglementation monétaire pour garantir plus de sécurité pour les investisseurs. Le second objectif, c'est bien sûr d'être un placement à court terme, hein, parce que tout le monde n'a pas forcément une visibilité très longue. Donc ici, nous, ce qu'on préconise sur ce fonds-là, comme c'est indiqué dans son nom, c'est un horizon de placement de 6 mois. Pour garantir cet horizon de placement relativement court, nous avons mis des contraintes de risque importantes et concrètement, nous avons un SRI 1. Donc nous sommes restés dans la catégorie la moins risquée sur l'échelle du risque financier. Pour y arriver, nous investissons essentiellement sur des maturités courtes, c'est-à-dire inférieures à 3 ans. Et le dernier objectif est bien sûr d'avoir une faible volatilité. On en a déjà un peu parlé dans la première partie. Vous avez vu que sur certaines classes d'actifs, la volatilité peut être très importante. Nous, ici, on a inscrit dans notre prospectus d'avoir une volatilité cible inférieure à 0,50%, donc légèrement supérieure à un monétaire, mais tout à fait modérée. En termes de contraintes de risque qu'on s'est imposées pour vous fournir un placement peu risqué, nous avons voulu mettre l'accent sur 3 indicateurs ici. Le premier, c'est bien sûr la notation. Donc, ce fonds est exclusivement investment grade, hein, il n'y a pas du tout de high yield dans le fonds. Et d'ailleurs, sa notation moyenne, vous le voyez sur la droite, est plutôt très bonne puisqu'elle est de simple A en moyenne. Ensuite, ce qui nous fait effrayer parfois, c'est justement la volatilité liée au taux. Donc, on a été très restrictif sur la borne qu'on s'impose sur le risque de taux, puisque vous voyez ici une WAM qui
correspond à la sensibilité au taux qui est de 6 mois maximum, comme ça l'est réglementairement imposé sur les fonds monétaires. Et actuellement, on est autour de 70 jours dans le portefeuille, donc très loin des 180 jours, euh, limite maximum sur laquelle on peut aller. Donc ici, le but, c'est pas de prendre trop de risques sur la partie taux du portefeuille, puisque nous, notre sentiment, c'est plutôt d'aller jouer le marché du crédit. Et donc, on s'est offert un peu plus de liberté sur la WAL, qui est l'indicateur qui correspond à la sensibilité au risque de crédit dans le portefeuille, puisqu'on a mis une borne maximum à 18 mois, alors que sur un fonds monétaire, ça va être seulement 360 jours. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a encore un peu de marge par rapport à notre maximum si jamais de nouvelles opportunités très lucratives se présentaient sur le marché, puisqu'on est à 450 jours de WAL contre un maximum autorisé de 540 jours. Donc, ce qu'on peut faire pour réduire actuellement ces indicateurs, c'est bien sûr investir sur des maturités courtes et aussi on a recours pour réduire le risque de taux ou à des obligations à taux variable ou à des swaps de taux pour limiter le risque, hein. Bien sûr, le but, c'est de, à la fin, toujours proposer cet horizon de placement court et une volatilité relativement restreinte. Donc effectivement, Maxime, c'est un fonds pour placer ses liquidités qui sont un petit peu longues, c'est un fonds court. C'est effectivement notre valeur ajoutée, la valeur ajoutée de l'équipe de gestion, c'est évidemment sur ce produit. D'abord, la première chose, c'est la liquidité, évidemment, le fait que vous ayez votre cash qui soit disponible en J+1 sans aucune pénalité de rachat. Ça, c'est quelque chose qui est très important et notamment, c'est en opposition avec certaines autres solutions bancaires, type les DAT ou des alternatives qui peuvent être proposées en taux fixe ou en taux variable, qui comportent souvent des pénalités de rachat. La deuxième chose qui est aussi très importante, c'est un point qui est aussi très important, même si on a un profil défensif sur ce fonds, comme vous allez le voir, parce qu'on a une volatilité qui est très très basse. Elle est écrite à 0,50 maximum dans le portefeuille, dans le prospectus, pardon, mais en l'occurrence aujourd'hui on est à 0,12 et c'est une volatilité sur laquelle on reste de façon extrêmement basse. Et bien pour autant, même avec ce profil défensif, on a une vraie gestion active. Le graphique que vous avez sous les yeux, il est un peu petit, mais il vous indique en l'occurrence une évolution de la durée de vie moyenne du portefeuille depuis, en l'occurrence, 2017. Et ce que vous voyez effectivement que, notamment en termes de durée de vie moyenne du portefeuille, quand on était dans les années pré-Covid, au moment du Covid, vous voyez qu'on a réduit assez drastiquement la durée de vie moyenne du portefeuille pour se coller presque au niveau de celle de fonds monétaires équivalents. En revanche, au fur et à mesure que l'appétence au risque revenait, que les horizons s'ouvraient un petit peu, on a remonté très clairement, vous le voyez, cette durée de vie moyenne du portefeuille, tout en restant quand même relativement défensif aussi. Troisième point important, et là aussi ça fait écho à ce qu'on disait sur le fait de ne pas placer tous ces fonds chez un même émetteur, la diversification c'est un point important. On l'oublie chaque fois, mais de temps en temps des crises, y compris des crises bancaires, nous le rappellent. Donc la diversification c'est quelque chose qui reste très très important. Et dans le fond, en l'occurrence, vous avez une centaine d'émetteurs, il y a presque 200 lignes dans le portefeuille. Et aussi, ce qui est important à dire, c'est que chaque ligne fait l'objet d'une analyse avec une vraie gestion des risques. C'est une vraie gestion des risques qui est dans notre ADN. Vous savez, on est filiale d'un assureur, on gère les actifs des compagnies d'assurance, on gère l'actif des institutionnels, de grands corporates. Et donc, effectivement, la gestion des risques, c'est vraiment quelque chose qui est clé pour nous dans la gestion. Voilà. Donc ça, c'est une vraie gestion active aussi. Maxime, tu veux peut-être nous parler un peu plus du portefeuille maintenant en termes. Oui, je pense qu'on a vu que par rapport au contexte de marché, on a un produit qui a de la pertinence, mais on va vous expliquer concrètement ce qu'on fait dans ce fonds-là et ce qu'il différencie
du reste de la gamme et de ce qui peut se faire effectivement ailleurs ou des autres solutions de placement de trésorerie. Nous, on est globalement positif sur le crédit de bonne qualité. C'est pourquoi on met, et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre la fameuse note moyenne de simple A sur le portefeuille. On a environ la moitié du portefeuille qui va être sur des notations court terme A1 ou A1+. Donc, ce qui se fait de mieux, ça va être notamment toutes les banques françaises, les banques canadiennes aussi qu'on peut avoir dans ce portefeuille-là qui sont de bonne qualité. Certains émetteurs corporate aussi qui ont une bonne notation de crédit. Et ensuite, on va avoir une part euh, significative, donc plus d'un tiers du portefeuille sur la partie A2. Et vous voyez une petite part, hein, puisque ça représente moins de 5% du fonds sur du A3. Donc, c'est des émetteurs triple B sur lesquels nous sommes confortables, sur lesquels il y a une analyse, bien évidemment, qui est faite côté gestion et côté risque pour s'assurer de la robustesse de ces émetteurs avant de les intégrer dans le portefeuille. Globalement, on est largement investi sur des émetteurs de bonne qualité, donc plutôt un positionnement défensif en termes de risque crédit si on considère les notations agences ici. Ce qui est intéressant également avec ce produit, c'est qu'en termes d'instruments, nous sommes assez flexibles puisque nous faisons pas seulement des obligations, comme ça peut être le cas dans beaucoup de fonds obligataires court terme. Ça représente bien évidemment la majorité du portefeuille. Ici, à fin de mois, 56%. Mais nous avons un tiers d'instruments monétaires, puisque le marché monétaire nous permet aussi d'améliorer déjà la diversification, hein, puisqu'on retrouve certains noms sur lesquels il n'y a pas forcément des obligations. Aussi d'optimiser la liquidité du portefeuille, notamment pour les investissements court terme. Euh, pour placer le cash en attendant d'éventuelles opportunités de marché ou euh, d'éventuels mouvements de passifs. Et toujours dans cette idée de garantir la liquidité du portefeuille, nous avons recours à des fonds monétaires pour gérer la liquidité, quasiment 10% du portefeuille, et bien sûr euh, une poche cash qui ici est assez faible sur la photo fin de mois 1%, parce qu'il y avait des instruments monétaires très court terme pour faire le passage de fin de mois. Mais sinon, globalement, la cible de liquidité sur ce fonds-là, c'est plutôt 10% plus 10% de fonds monétaires en réserve pour gérer la liquidité du produit. On peut aussi regarder le risque. De toute façon, il n'y a pas que la notation ou le type d'instrument, il y a aussi les pays sur lesquels on investit. Et là-dessus, encore une fois, ça va être assez défensif, puisque vous allez retrouver sans surprise en première position la France, pour plus d'un tiers du portefeuille. C'est essentiellement lié à notre exposition au marché monétaire, puisque le marché monétaire français est très important. Nous avons beaucoup de noms différents, hein. Jean-Michel l'a dit, 200 émetteurs, 200 lignes en portefeuille, une centaine d'émetteurs. Donc même si on peut voir une exposition à la France assez importante, elle est très très bien diversifiée. Nous savons qu'en ce moment, c'est notamment un sujet d'inquiétude pour certains. Donc c'est pour ça que nous avons encore continué de diversifier cette poche. Nous avons revu toutes les lignes que nous avons en portefeuille. Et quand on regarde dans le détail, finalement, il y a beaucoup d'émetteurs qui ont un business international. Et nous n'avons pas d'agence, pas d'État français. Donc c'est un risque France assez limité, je dirais, même si on voit une part importante du portefeuille. Et ensuite, vous allez retrouver tous les pays de l'OCDE, l'Allemagne, l'Amérique du Nord avec les États-Unis et le Canada notamment. Et vous a fait un zoom sur la gauche de cette diapositive sur ce qu'on considère comme les pays les plus risqués finalement, ou en tout cas ceux à surveiller le plus dans le portefeuille. C'est l'Italie et l'Espagne. En moyenne, on est autour de 5-6%. Là, si on somme les deux, on est à 7% à fin de mois. On est essentiellement sur des émetteurs stratégiques, comme par exemple Enel en Italie ou Snam, des fournisseurs d'énergie, donc qui ont une position plutôt favorable dans leur pays, ou sinon, on va être sur des émetteurs très internationaux, comme par exemple Santander en Espagne. Donc c'est un risque relativement mesuré. Il n'y a pas de petites banques, il n'y a pas de risque d'État non plus, hein. Il n'y a pas de BTP ou ce genre d'instruments dans le portefeuille, hein. On ne fait pas du tout d'obligations d'État, ni la France, ni les pays comme l'Italie ou l'Espagne. Donc plutôt toujours cette philosophie de sélection des émetteurs
plutôt défensif. Alors, on ne vous a pas mis la répartition par secteur ici, mais on fait essentiellement des financières, hein. Sur le court terme, je vous l'ai dit, sur le monétaire, ça représente à peu près 3/4 du marché monétaire. Donc, sur ce fonds-là, on va avoir 60% de financières, mais pas que, puisque, encore une fois, on veut diversifier le risque pour atteindre les 4 objectifs qu'on a cités. Et donc, on a voulu vous mettre un petit focus sur les émetteurs que vous allez retrouver, les entreprises en dehors des financières. Donc, vous retrouvez des acteurs de la distribution comme Carlsberg et Metro, plutôt tech comme HP ou automobile comme BMW. Le point commun entre tous ces émetteurs, c'est déjà une bonne notation de crédit, mais ça vous l'avez compris avec la répartition qu'on vous a montré avant, et également une bonne note ESG, parce que je rappelle que ce fonds est labellisé ISR comme l'ensemble de notre gamme trésorerie. Donc nous avons une note à battre et plusieurs indicateurs extra-financiers qui contraignent le portefeuille et nous amènent sur des émetteurs vertueux et acteurs de la transition écologique de manière plus générale. C'est pas le seul critère, parce que vous voyez ici, on a aussi voulu vous mettre en toute transparence l'un de nos vecteurs de transparence qu'on adore depuis des années, c'est de financer aussi les émetteurs non notés. Ici, on vous a mis notamment Intermarché, donc acteur de la distribution, qui est non noté, crédit et ESG, mais qui est bien évidemment analysé côté gestion et côté risque par nos équipes pour s'assurer de l'équivalence A2P2 ou mieux de l'émetteur. Donc, le but de toute cette diversification, vous l'aurez compris, c'est bien sûr de réduire le risque. Mais nous sommes aussi ici pour vous délivrer une performance satisfaisante. Et je pense que tu veux peut-être en dire un mot, Jean-Michel. Avec plaisir, d'autant plus, Maxime. Alors, avant ça, je vais quand même rappeler à nos invités qu'ils peuvent poser leurs questions en appuyant sur le petit bouton du Q&R, hein, tout simplement, et auquel on va ensuite répondre. J'en vois déjà qui commencent à apparaître. Merci. Donc, pour revenir effectivement sur les performances, vous pouvez le constater sur le graphique, c'est un fonds qui est plus qu'au rendez-vous. Il est aussi bien au rendez-vous en termes de performance que de volatilité, et le rapport perfo-volatilité en fait un des meilleurs du marché. En termes de performance, depuis le début de l'année, là vous avez les performances qui se sont arrêtées au 31 mai, mais j'ai regardé les performances à hier sur la VL d'hier. Le fonds Bontisem sur la part institutionnelle fait une performance de plus 2,27% net en, depuis le début de l'année, ce qui représente en annualisé 4,76. Donc très 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 belle performance. Et puis alors si on se projette un petit peu devant, c'est-à-dire si on regarde un petit peu quel est le rendement courant, à quoi on peut s'attendre sur ce portefeuille, on est autour de Ester plus 30 aujourd'hui, compte tenu d'un Ester, on l'a vu, qui tourne à 3,66. Ça nous met légèrement en dessous de 4% de rendement courant sur ce fonds. Donc là aussi, quelque chose qui est tout à fait sympathique. Vous le voyez, c'est un fonds qui a presque 2 milliards d'encours. Donc c'est un fonds sur lequel là aussi, vous pouvez travailler tout à fait de façon facile, à l'aise. C'est un fonds qui bénéficie du label ISR, qui est classé SFDR 8 aussi. Donc là aussi, qui a les meilleurs niveaux en termes d'évaluation ESG. Donc si on regarde la volatilité, on vous l'a dit, on est autour de 0,12. Si on regarde un petit peu maintenant, et c'est quelque chose qu'on a souhaité vous montrer, c'est comment il se comporte par rapport à ses compétiteurs. Alors, on vous présente un peer group qui est anonymisé, c'est-à-dire qu'on ne vous donne pas les noms, mais pour les plus attentifs d'entre vous, certains en reconnaîtront certains. Ce que vous voyez sur le graphique de gauche, ce sont les performances du fonds Bond 6M par rapport à ses compétiteurs, avec en ordonnée la performance et en abscisse la volatilité. Et donc, ce que vous pouvez tout simplement constater, c'est que c'est le fonds qui performe quasiment le mieux, avec la moindre volatilité, donc qui est le plus au nord-ouest, donc qui a
on va à ce niveau-là, le meilleur rapport perf-volatilité de tout son peer group et on retrouve évidemment tous les grands noms de la place dans ce peer group. Quand on regarde les performances, là aussi depuis le début de l'année, y compris par rapport au peer group, vous voyez que le fonds se comporte de façon tout à fait intéressante et les performances sont là. Donc bravo aussi encore à l'équipe. Voilà, donc bravo Maxime. Euh, donc je voulais peut-être aussi revenir sur les points forts du fonds, sur le fait que pour nous, ça reste aujourd'hui un fonds avec une vraie opportunité d'investissement sur un horizon de placement de 6 mois, le fonds Bantisem. Là, vous voyez que en termes de rendement risque, on a un profil qui est vraiment attractif aujourd'hui, avec l'objectif de vous donner un supplément de performance par rapport à son indice de référence, mais aussi de vous apporter, on va dire, un pick-up de rendement par rapport au monétaire, avec un risque qui est vraiment très, très, très mesuré. On l'a dit, c'est un fonds labellisé ISR. C'est aussi finalement une stratégie d'investissement qui est très, très lisible. Le cadre de risque, il est défini, il est maîtrisé. Les titres à l'intérieur du portefeuille sont analysés à la fois par les équipes de gestion, par les équipes des risques. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Et donc vraiment, à ce niveau-là, on a des équipes de gestion qui sont aussi à Paris, donc qui sont proches de vous. Donc là aussi, on est avec les équipes de gestion à votre entière disposition pour répondre à vos questions, aller plus avant avec vous dans des due diligence éventuelles. On sera ravis de le faire avec les équipes de gestion, l'équipe commerciale, avec Marie, avec Michael, avec Nicolas aussi, avec David. On sera très heureux de vous apporter ces réponses. Alors, on parle de réponses. On va passer peut-être à la séance des questions-réponses avant de conclure. Ça y est, je vois arriver effectivement quelques questions. Je vais te les lire, Maxime, et tu vas me dire un petit peu. Alors, j'ai une première question qui est en l'occurrence le nom Bontisem. Est-ce que ça correspond à l'horizon de placement recommandé et est-ce que c'est une durée d'investissement minimale? Maxime. Alors, pour la durée de placement, donc déjà, premier rappel, c'est un fonds ouvert, hein, c'est pas du tout un fonds à maturité. Donc les 6 mois sont 6 mois à partir du moment de l'investissement et sont pas une date fixe dans le temps, bien sûr. C'est un horizon de placement recommandé qui se base sur quoi concrètement? Sur les scénarios de stress test, de risques extrêmes qu'on a pu voir sur toute la durée de vie du produit qui existe depuis une dizaine d'années. On s'est notamment basé sur ce qui s'est passé pendant le Dieselgate en 2015 ou encore pendant le Covid. Et on a pris un peu le pire scénario, c'est-à-dire un écartement violent des spreads de crédit qui entraîne une sous-performance, voire une performance négative du fonds. Et donc, on a estimé que pour être sûr, quasiment sûr d'avoir une performance positive et de s'y retrouver, il fallait rester 6 mois investi sur le produit. Mais ce n'est pas une vérité absolue. Dans des conditions favorables de marché, comme on a eu depuis le début de l'année, il n'y avait pas forcément besoin d'être investi pendant 6 mois minimum pour être en performance positive. Ok. Alors, je vais passer à l'autre question. L'autre question, vous avez détaillé l'exposition France et alors, quid de justement de cette exposition avec le risque électoral? Alors, ce fonds est plutôt bien protégé par rapport à cette actualité, je dirais, pour plusieurs raisons. La première, et ça c'est un facteur qui joue pour beaucoup de risques de marché, c'est qu'il a une maturité courte. Donc la volatilité est moindre, hein, c'est ce qu'on a essayé de c'est pour ça qu'on vous l'a proposé aujourd'hui. On voit sur le plus long, notamment sur la partie obligation d'État de la volatilité. C'est bien pour ça qu'on pense que ce produit a de l'intérêt, aujourd'hui. Et le deuxième avantage, c'est qu'il est investi, sur des obligations et des instruments monétaires émis par des entreprises. Donc on n'a pas d'OAT, donc pas de titre du Trésor, français.
qui ont pu être volatiles ces dernières semaines suite à l'actualité. Et nous avons une exposition, je dirais, très limitée aux acteurs étatiques ou quasi-étatiques ou monopolistiques. Donc on pourrait citer par exemple les agences, hein, donc il n'y en a pas dans ce portefeuille-là. C'est pour ça qu'on est très à l'aise sur la valorisation de portefeuille, donc on n'a pas eu de moins-value et on garde des positions très liquides. Et même sur les acteurs qui pourraient être influencés parce qu'ils ont ils sont sur un secteur très réglementé, on peut penser par exemple à l'énergie. Le risque est plutôt à moyen long terme. Sur des stratégies court terme, il n'y a pas vraiment de sujet pour l'instant. C'est plutôt sur les actifs risqués longs où la question pourrait se poser. D'accord. Alors, je vois une autre question, c'est en l'occurrence, est-ce que vous pouvez nous donner une idée des perspectives du fonds sur un horizon de 6 mois, 1 an? C'est toujours un exercice compliqué de faire des prévisions. Ben, on peut se raccrocher déjà au scénario de marché et à notre scénario, c'est-à-dire qu'actuellement, il y a moins de baisses de taux anticipées que ce qu'on avait au début de l'année. Donc, j'ai envie de dire, le plateau de taux élevés se prolonge. Ce qu'on voit, c'est que d'ici la fin de l'année, on devrait certainement rester sur un taux Ester largement au-dessus de 3% en moyenne sur la deuxième partie de l'année. Nous, ce qu'on essaye de se faire sur ce fonds-là, c'est d'aller chercher des investissements qui vont rapporter entre Ester plus 20 et plus 60 en fonction des maturités. Donc le but, c'est d'aller encore apporter un peu de performance supplémentaire. Concrètement, on est plutôt sur des maturités courtes, on a un peu de cash dans le fond, donc s'il y a le moindre écartement de marché à cause de l'actualité politique, par exemple, on aura de quoi redéployer, profiter d'opportunités intéressantes, en plus de bien sûr toutes celles que nous avons déjà intégrées dans le portefeuille et qui amènent un portage autour de Ester plus 30. Donc si on somme tout ça, on devrait quand même avoir sur une deuxième partie de l'année un fonds qui devrait avoir un rendement très intéressant. On n'attend pas une explosion de la volatilité, donc tu as évoqué le chiffre sur un an, on est à 0,12, proche de ce que fait un fonds monétaire. Donc en termes d'attente sur le risque, vu notre positionnement, pas d'augmentation de la volatilité significative et un rendement qui devrait rester autour de Ester plus 30 net de frais de gestion, ou Ester même un peu plus s'il y a de nouvelles opportunités de marché, puisque en début d'année, on était plutôt autour de Ester plus 50 net de frais de gestion Paris sur ce produit-là. Bah, c'est une magnifique conclusion, mon cher Maxime. En tout cas, de jolies perspectives. On a fait aussi le tour des questions. Si jamais, en tout cas, vous en avez d'autres, on sera ravis, avec l'équipe commerciale, avec l'équipe de gestion, d'y répondre. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et puis, on sera également ravis de vous retrouver prochainement, soit autour d'un petit événement festif, soit autour d'un prochain Smart Lunch. En tout cas, on vous souhaite une excellente après-midi. Portez-vous bien. À bientôt.